Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Herman Zambou est un entrepreneur canadien d'origine camerounaise. Il a créé et dirige pas moins de 9 entreprises, dont Zambou Tax Services Inc., spécialisée en fiscalité. Arrivé au Canada en février 2007, il a dû s'adapter à un environnement économique, fiscal et social différent de celui de son pays d'origine. Loin de constituer un frein, ce choc culturel et social s'est révélé pour lui une opportunité de croissance et de développement personnel. Au-delà de ce succès, quelle est la clé d'une intégration réussie dans un nouvel écosystème économique? Comment transformer les défis de l'immigration en levier entrepreneurial? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité Herman Zambou. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Herman Zambou, bonjour. Bonjour, Monsieur Tanier. Merci de nous accorder cet entretien. Je le disais en introduisant cette émission, vous êtes à la tête de pas moins de 9 entreprises. Comment ça se fait? Ben effectivement, moi j'ai 9 entreprises. Zambou Tax est la première de ces 9-là. Oui. Mon modèle d'affaires était assez simple. Lorsqu'on regarde une entreprise normale, on sait que les entreprises ont des départements. Il y a un département de ressources humaines, il y a un département de communication, il y a ainsi de suite. C'est par là que j'ai transformé mes départements en entreprises. Donc, mes entreprises, en fait, sont techniquement des départements que j'ai décidé de transformer en entreprises qui offrent des services à d'autres personnes et entreprises. Donc, c'est comme ça que je me retrouve avec 9 entreprises. Donc, les entreprises sont liées. Parce qu'il y a un problème en entrepreneuriat où on ne veut pas faire de l'entrepreneuriat en étant dispersé. Mais mes entreprises ont quand même un lien entre eux. Donc, je suis diversifié, mais pas dispersé dans mon modèle d'affaires. Oui. Alors, parlons justement de Zambou Tax Services Inc. C'est une entreprise spécialisée dans la fiscalité. C'est une entreprise que vous avez lancée en 2020. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette entreprise? C'est une très, très bonne question que vous posez déjà. Lorsque je crée Zambou Tax Services, je traverse personnellement beaucoup de difficultés financières. Et vous savez, souvent, ce sont les difficultés qui nous amènent à penser, à réfléchir et à explorer des options pour voir s'il n'y a pas de façon de faire. Oui. Alors, dans ma recherche de l'entrepreneuriat, je me développe, je fais de l'éducation financière, je cherche un peu partout et je tombe sur un entrepreneur asiatique qui vit à Vancouver, qui est super riche, qui parle de high income skill en anglais. Donc, c'est une habileté qui est capable de te payer 10 000 $ par mois au moins. C'est comme ça qu'il le définit. À 10 000 $ par mois. Oui. Donc, c'est ça qu'on appelle high income skill. Donc, c'est une compétence, une habilité que tu as, que tu peux vendre dans le marché et générer ce genre de revenus. Alors, il faut noter que j'avais déjà des prédispositions en mathématiques. Je suis allé me faire former dans le privé, que ce soit pour l'impôt pour individu et l'impôt pour société. Et c'est là que je me rends compte qu'au Canada, beaucoup de gens ne le savent pas, même beaucoup de professeurs d'université en comptabilité ne le savent pas. Vous pouvez avoir une société de déclaration d'impôt au Canada sans même être comptable. Donc, c'est comme ça que je me lance. Et lorsque je suivais mes formations, il est à dire que j'étais le seul noir. Peut-être on va parler de ce phénomène-là aussi. J'étais le seul homme noir. Tous les autres avec moi, c'était des papas, des mamans chinoises et indiennes. Comme quoi, souvent, où il y a des bonnes choses, mais souvent, malheureusement, on ne voit pas beaucoup de noirs là-bas. Et c'est comme ça que je me développe. C'est sûr que ce n'était pas évident dès le début. Il y avait beaucoup de difficultés. Et puis, 5 ans plus tard, on a cette entreprise-là qui a une communauté à peu près de 1000 à 2000 clients avec des 1000 à 2000 clients. Ouais, c'est notre communauté client avec des services qui vont entre 65 jusqu'à 3000 et plus pour des cas un peu plus compliqués au niveau de la déclaration. Et l'objectif dans les 5 prochaines années, c'est pouvoir gérer. Oui. On va parler un peu du développement, de votre plan de développement un peu plus tard. Parlez-nous des services qu'offre Zambou Tax Services Inc. Super. Donc, il y a déjà l'impôt pour société. Oui. Donc, ça, c'est la déclaration d'impôt pour les entreprises. C'est-à-dire que vous aidez les entreprises à déclarer leurs impôts. C'est ça. Il y a les entreprises incorporées. Sur le plan juridique, une entreprise incorporée est différente de l'individu. Oui. Donc, il y a les entreprises individuelles où l'entreprise et l'individu, c'est la même personne. Oui. Donc, ça, c'est
une clientèle à part. Bien sûr, ils payent un peu plus parce que ce sont quand même des entreprises, les lois sont un peu différentes. Oui. Ensuite, nous avons l'impôt pour les individus, la personne lambda, l'étudiant, le parent, celui qui travaille. Au Canada, tout le monde déclare les impôts. Même si vous avez fait $0 de revenus, monsieur. Vous devez quand même déclarer. Oui. Voilà. Oui. Ça, c'est une clientèle. On fait l'incorporation, enregistrer les entreprises. Donc, tout ce qui est constituer une entreprise sur le plan juridique, on offre aussi ces services. On offre aussi des consultations parce que souvent, vous savez que l'entrepreneuriat, c'est pas la tasse de thé pour tout le monde. La gestion de l'argent, la comptabilité, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Donc, il y a des gens qu'on prend en consultation à qui nous donnons des conseils sur comment bien développer leur business. Donc, c'est essentiellement sur ces piliers-là que Zambou Tax repose et nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Parlons justement du service fiscal. On sait qu'ici au Canada, c'est effectivement un problème. Quand vient le moment de déclarer ses impôts, c'est le branle-bas général. Tout le monde essaye de se battre pour déclarer ses impôts. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que vous travaillez avec les particuliers qui voudraient votre accompagnement dans la déclaration de leurs impôts? Super. C'est une très très bonne question que nous posez là. Dans la méthode traditionnelle, les comptables, comment est-ce qu'ils travaillaient? Les gens venaient dans leur bureau, ils s'asseyaient, ils passaient 2-3 heures de temps avec la personne. Oui. C'est des choses qui se font encore. Moi, j'ai vu ça. J'ai trouvé que ce n'est pas une manière optimale de travailler. Donc, j'ai décidé de travailler un peu comme le gouvernement qui traite les dossiers d'immigration des gens. Donc, il y a une plateforme, on a un site web, zamboutax.com. Les clients partent là-bas, ils ont leur portail client. Ils entrent, les dossiers sont classés par année, ils téléversent leurs documents là-bas de manière sécuritaire parce que nous payons énormément d'argent pour ce système-là. Ils téléversent leurs documents. Une fois que c'est téléversé, ils nous signalent par les canaux appropriés. Nos équipes font le travail dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables. Nous leur remettons un rapport qu'ils vont regarder. S'il y a des corrections à faire, ils nous signalent. S'il y a des choses sur lesquelles peut-être il faut échanger, on revient dessus. Et lorsque cela est fait, on transmet la déclaration au gouvernement. À peu près 2 semaines, le gouvernement les envoie ce qu'on appelle un avis de cotisation. Donc, ça veut dire que c'est le gouvernement qui atteste que ta déclaration a été traitée et ils te disent quel est le bilan final parce qu'il faut savoir que le gouvernement révise les déclarations une fois qu'elles sont transmises. Et on attend, et puis c'est comme ça que c'est fait. Le client reçoit ses documents à la maison ou en ligne, et on se revoit l'année prochaine. Oui. Alors aujourd'hui, dans votre clientèle, quelle est la part des individus qui viennent vous solliciter pour les aider à déclarer leurs impôts et des entreprises? Qui est-ce qui vous sollicite le plus? Un peu des deux, mais je dirais quand même la grande majorité, c'est des individus. Parce qu'il faut savoir que déjà l'entrepreneuriat, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Absolument. Donc, la plupart des gens, bien sûr, ce sont des travailleurs autonomes, des individus, des étudiants, des parents, la personne normale. Je veux dire, le Canadien moyen, c'est la plus grosse partie de notre portefeuille. Bien sûr, on a un peu d'entreprise, mais c'est principalement les individus, la classe normale. 5 ans déjà que vous avez lancé Zambou Tax Service Inc. Comment ça va? Ben, on est très très fiers des résultats que nous avons jusqu'à présent. Parce qu'on regarde d'où est-ce qu'on a commencé à où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu énormément de progression. Avoir une plateforme comme un portail client aujourd'hui, c'est un de nos plus gros accomplissements dont nous sommes fiers. Parce que nous sommes conscients encore que beaucoup de cabinets fonctionnent encore avec la méthode traditionnelle où la personne vient s'asseoir 2 heures, 3 heures de temps. Avec la méthode à laquelle nous opérons, nous avons une équipe de plus de 15 personnes qui travaillent dans les déclarations. Donc, on est capable vraiment de leverage, un peu comme on dit en anglais. Nous sommes fiers du système et c'est ça qui nous excite le plus. Parce que moi, ce n'est pas l'argent nécessairement. Je disais ça à mes partenaires. C'est plus l'argent qui m'excite aujourd'hui, mais c'est le système qu'on est en train de bâtir et la manière de faire dans ce domaine-là que nous sommes en train d'installer qui nous excite le plus et nous avons très hâte au futur. Alors, je vais poser ma question autrement. Ça donne l'argent? Effectivement, ça génère de l'argent. Il y a énormément d'argent qui est généré dans le domaine de la fiscalité. C'est sûr qu'il y a des gens qui me regardent parfois et qui n'aiment pas quand je parle d'argent et tout. Mais oui, le domaine de la fiscalité, c'est un domaine qui paye. Il faut juste avoir l'esprit ouvert. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui étudient ce domaine à l'école et qui ne pensent qu'aller travailler pour quelqu'un. Alors que étant autonome, étant son propre patron, tu peux aller générer beaucoup plus qu'un salaire normal. Oui. Alors, vous êtes arrivé Herman Zambou au Canada en 2007 et c'est en 2017 que vous êtes frappé, disons ça comme ça, par le virus de l'entrepreneuriat. Alors, et ça fait un peu, il y a quand même 10 ans qui s'écoulent. Qu'est-ce qui a été le déclic?
qu'est-ce qui vous a finalement motivé à vous lancer en affaires? C'est une très bonne question encore. Oui. Moi, à la base, il faut savoir que lorsque je faisais mes études, normalement, mon rêve était de devenir médecin. Oui. J'étais en biomédical à l'université. Oui, vous avez été à l'université d'Ottawa pour faire la faculté biomédicale, oui. La médecine, absolument, oui. Disons que le projet n'a pas abouti, Oui. parce que pour entrer en médecine, quand même, il faut avoir quand même un certain type de résultat. Oui. Je n'avais pas nécessairement les... C'est assez costaud quand même. C'est assez costaud, Oui. voilà. Et j'étais réaliste. Je me suis posé des questions, ben, qu'est-ce que je veux moi-même? Parce que il faut le dire aussi, le projet de la médecine, oui, c'était mon projet, mais c'était aussi le projet de la famille. Oui. C'est-à-dire que tous les parents africains Oui. aimeraient avoir un médecin Oui. dans la famille, Oui. mais j'étais réaliste. Votre père voulait que son fils soit médecin, J'étais voilà. réaliste à un moment donné, j'ai dit oui, peut-être que la médecine ne fonctionne pas, mais ça n'est pas pour autant que je suis toujours intelligent, peut-être me reconvertir vers autre chose, parce que pour moi, la médecine, c'était le métier qui paye le plus. Et comme j'aime l'argent, il était question de trouver quelque chose qui va me donner le style de revenu que j'aimerais avoir. Et c'est comme ça qu'on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Oui. Alors, et lorsque vous lancez en affaires, en tant que jeune, migrant en plus, Oui. quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face lorsque vous décidez de vous lancer en affaires? Oui. Donc, le premier défi qu'on rencontre pour la plupart des entrepreneurs, je dirais même afro-descendants, c'est d'abord la communauté elle-même. Ah oui? Expliquez. Parce que lorsque vous vous lancez en affaires, vos premiers clients, personne ne vous connaît. Oui. C'est les membres de la famille, c'est les proches et c'est la communauté. Oui. Donc, les gens autour. Et il faut dire que la communauté afro n'est pas toujours la communauté qui supporte le plus ces entrepreneurs. Ça fait mal de le dire, c'est un défi que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Et je prends un exemple. Ouais. Vous êtes au Canada, vous allez peut-être dans les épiceries. Lorsque vous allez dans un magasin chinois, vous allez voir des Chinois là-bas, vous allez voir des Africains, vous allez voir tout le monde là-bas. Lorsque vous allez dans une épicerie d'Africains, moi, j'ai jamais vu un Chinois venir acheter dans une épicerie africaine. Ouais. C'est des questions qu'on se pose. Autre chose aussi, c'est que la communauté, lorsqu'il vient prendre des services vers un de leurs semblables, Oui. il va te payer $100, mais il s'attend à un service de $500. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à payer lorsque c'est entre nous, entre gens de la même communauté. Oui. Ils sont très, très demandants. Oui. Ils se plaignent plus facilement, tandis que lorsqu'ils sont victimes des autres choses ailleurs, ils ne se plaignent pas. Oui. Et il y a beaucoup de jalousie aussi. Vous savez, monsieur Jean-Bruno Tanier, je travaille beaucoup sur le digital aussi pour me faire connaître. Une histoire que j'aimerais bien raconter, pardon. Lorsque j'ai atteint 10 000 abonnés sur TikTok, j'ai partagé, mes abonnés sont essentiellement d'origine afro-descendante, faut le dire aussi. Lorsque j'ai mis sur mes réseaux, monsieur Tanier, que j'ai atteint 10 000 abonnés, je suis redescendu à 9 000. 9 980 à peu près. Oui. Vous comprenez très bien ce qui s'est passé. Ça veut dire que dans ma communauté, il y a des gens qui ont de la misère à accepter de voir un de leurs semblables, quelqu'un qui le regarde, monter. Et lui se dit que lorsqu'il te paye pour un service, il n'est pas en train de payer le service, il est en train de te rendre riche. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas te voir monter, et de peur que peut-être demain tu le narres. Donc c'est tous ces problèmes-là que nous avons malheureusement dans notre communauté qui constituent pour moi le plus grand obstacle que les entrepreneurs afro rencontrent. Mais moi, comment est-ce que j'ai pallié à ça? Je suis allé diversifier. Donc, j'ai commencé à réseauter, à aller vers d'autres communautés parce qu'il y a une solution à ce problème, c'est la diversité. Il ne faut pas juste se limiter à son entourage. Il faut avoir la capacité d'aller vers d'autres personnes. Ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne dépends pas de ma communauté. Il y a des gens qui me supportent, mais ce n'est pas sur eux nécessairement que je repose. Et avec tous les efforts et tous les coachings et les mentorats que je reçois, ben, j'ai pu quand même me démarquer. Je suis fier de jusqu'où on est rendu aujourd'hui. Oui. Alors, c'est-à-dire que vous, en essayant de travailler au-delà de la communauté afro-descendante, vous ne vous en plaignez pas aujourd'hui? Non, on ne s'en plaint pas. On ne s'en plaint pas. C'est juste triste parce que je me regarde souvent dans le miroir et je me dis, si j'étais chinois, peut-être j'aurais 5 fois les résultats que j'ai aujourd'hui. Et vous avez souvent entendu des gens dire, le noir doit travailler 3-4 fois plus que l'autre pour avoir le même résultat. Mais cela vient d'abord. C'est quand même terrible, hein? C'est terrible qu'on le dise. Mais on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui mettons nos entrepreneurs dans ces conditions-là. Et les gens qui le font aujourd'hui, ça veut dire qu'ils rendent la vie difficile à leurs semblables. Demain, ils entreprennent aussi. Et ils sont confrontés à la même chose. Ça veut dire que le client se comporte d'une manière bizarre, mais le client oublie qu'il sera entrepreneur demain.
Et c'est des choses qu'on doit briser. En clair, vous en appelez à une plus grande solidarité communautaire, c'est ça? Définitivement, il le faut. Parce que lorsque je vais voir un dentiste, par exemple, arabe, les Arabes vont là-bas, les Noirs vont là-bas, tout le monde va là-bas. Mais tu vas voir un dentiste africain, c'est pas aussi évident que ça. Peut-être le métier de la santé est différent, mais je trouve que nous ne nous soutenons pas assez. Nous voyons les autres communautés consommer les services entre eux. Les Noirs sont les seuls qui consomment un peu partout et qui ne gardent pas l'argent dans la communauté. Alors, et ça amène au racisme et à plein d'autres problèmes. Donc. Alors justement, votre discours ailleurs serait considéré comme profondément raciste, mais il n'en est rien. Ici en Amérique du Nord, le communautarisme n'est pas perçu exactement de la même manière qu'en France, par exemple. Hein, on est bien d'accord. Oui, c'est-à-dire que ici, en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou bien aux États-Unis, on encourage les communautés à se mettre ensemble. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir avec le communautarisme tel qu'il est perçu en France, par exemple. Non, c'est pas du racisme. Et ceux qui appellent ça racisme sont un peu hypocrites, à mon avis. Parce que toutes les autres communautés le font. Pourquoi, lorsque les Afros décident de le faire, on appelle ça du racisme? C'est un peu des questions qu'il faut se poser et vraiment aller à se poser les questions et se dire, ce que nous faisons entre nous, c'est ça qui nous impacte. C'est ça qui fait que c'est plus difficile pour nous d'avoir un certain type de succès. C'est pour ça que lorsqu'un Noir va acheter une voiture, parfois on se plaint. Un Noir va aller acheter une Mercedes de luxe, la police va l'arrêter plus souvent parce que le policier se dit que le Noir normal ne peut pas avoir ce genre de voiture. Pourquoi est-ce que le policier le pense? C'est parce que c'est plus difficile d'avoir peut-être des gens qui atteignent ce genre de niveau, mais pourquoi c'est plus difficile pour ces entrepreneurs-là? À cause de nous-mêmes. Si avoir un Noir riche était quelque chose de facile, était quelque chose de normal, je pense que le racisme aussi allait baisser. Donc, c'est vraiment un appel à la communauté à ce niveau-là, parce que moi, je m'en fiche un peu, parce que je suis rendu à un niveau où ils le savent, je le dis même dans mes vidéos, moi, je vais où je dois aller, j'ai plus besoin d'eux. Mais quand je regarde derrière, comment j'ai commencé, c'était difficile. Et tous les entrepreneurs qui se lancent se plaignent. Ils regarderont sûrement cette vidéo. Ils savent très bien de quoi je parle. Et donc, vous en appelez à un peu plus de solidarité. Définitivement, on en a besoin. Définitivement. Alors, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de tellement répandu. Ici au Canada, c'est pratiquement une culture. Tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat, mais très peu réussissent. Alors, beaucoup se cassent la figure. Pourquoi? Déjà, il y a un problème d'humilité pour certains entrepreneurs. C'est-à-dire? Moi, je suis un entrepreneur qui, Monsieur Tawet, qui filme cette vidéo peut vous dire, Pub Génie peut vous dire, moi, je suis quelqu'un, lorsque je vois quelqu'un qui fait quelque chose que je ne connais pas, je vais vers cette personne pour apprendre. Juste pour parler des réseaux sociaux, Monsieur Tanier. Quand j'ai commencé sur TikTok, je suis allé voir mon frère, j'ai dit, toi, je vois, tu as 70 000 abonnés. Quel conseil me donnerais-tu? J'ai même eu à payer parfois pour des services pour m'aider à monter. Aujourd'hui, j'ai 10 000 abonnés, c'est grâce à lui. Mais il y a des gens, Monsieur Tani, qui cherchent la même célébrité, qui veulent monter parce qu'ils ont des produits à vendre. Ils viennent plutôt m'insulter en commentaire pour attirer mon attention afin de monter. Donc, vous voyez qu'on a déjà un problème d'humilité, déjà de 1. De 2, les Africains, les Afros en général, aiment trop rester dans leur bulle. Ils aiment toujours être dans leurs associations, manger leurs repas qu'ils mangent ici, vivre au Canada comme s'ils étaient en Afrique. Ça, c'est une autre chose qui les bloque. Parce qu'il faut s'ouvrir, il faut regarder, il faut voir quelles sont les opportunités là dehors. Moi, j'ai des subventions que j'ai pu aller chercher pour mes entreprises parce que je cherche, j'ouvre, je vais rencontrer des gens. Il y a des sites comme Eventbrite qui ont des événements de réseautage. On s'était rencontrés, vous m'avez parlé de réseautage et j'étais même content. Il y a énormément d'opportunités de réseautage parce que parfois ce que tu cherches est dans la bouche de quelqu'un. Il faut juste rencontrer une personne pour qui te met au bon endroit. Moi, il y a des subventions que j'ai eues. Je vois les gens qui ont des subventions. Je suis peut-être un des seuls noirs. Je dis, mais c'est pas normal. Comment cette subvention existe? Sur 100 candidats, il y a peut-être 2 noirs. On a vraiment un problème. À quoi serait dû l'absence d'information ou alors le fait que les gens restent un peu trop dans le ghetto, noir africain? Ils sont au Canada, tous les choses qui se passent au pays. Ils connaissent plus des choses qui se passent au pays que des choses qui se passent ici. Ça, c'est un problème. Il y a des gens, ils vont te dire, c'est quoi le nom du ministre de la Santé dans son pays, mais ils ne connaissent pas le nom du ministre de la Santé ici au Canada, par exemple. Donc, il est complètement déconnecté de la réalité. Ça veut dire que les opportunités passent devant lui et il ne voit pas. Et c'est les gens qui vont commencer à se plaindre en disant que non, le Canada ne donne rien. Moi, je vais rentrer dans mon pays, je vais aller construire au pays, le pays est plus intéressant. Ben, si le Canada n'était pas intéressant, pourquoi tu es venu déjà pour commencer? Il fallait rester dans ton pays. Donc, ils doivent sortir de leur zone
zone de confort, être humble. Il y a beaucoup qui manquent vraiment d'humilité. Ouais. Et je pense que s'ils font déjà ces deux choses-là, on devrait avoir des résultats meilleurs en général. Est-ce qu'on s'en sort en vivant ici au Canada, franchement? Parce que on regarde quand même pas mal de vidéos que des gens postent dans les réseaux sociaux pour expliquer comment c'est très dur au Canada, comment il y a la misère, comment les gens ils ne trouvent pas de travail et tout. Vous, qui vivez ici quand même depuis 2007, vous êtes jeune, vous avez fait pas mal de choses à la fois. La réalité, c'est quoi sur la situation des personnes qui arrivent ici, issues de la diversité, ouais. Oui. Moi, je crois qu'on peut très bien s'en sortir, Monsieur Jean-Bruno Tagny au Canada. Moi, je parle pour moi, même en tant qu'entrepreneur. Oui. Le problème est que les gens arrivent au Canada, ils se comparent à des gens qui ont déjà fait 10, 15 ans, et ils veulent aller trop vite. Ça veut dire que quelqu'un à peine arrivé au Canada, ça fait même pas 2 ans, il est là, il veut déjà acheter une maison. Tu n'as pas de situation claire, ton revenu n'est pas stable, tu veux déjà acheter une maison. Pourquoi ils veulent acheter les maisons? C'est pourquoi on dit que tel aussi a acheté la maison. Ouais. Il y en a qui vivent dans la comparaison. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas en dessus de leurs moyens. Oui. Moi, je roule en Mercedes, mais je peux pas dire à un nouvel arrivant qui vient d'arriver au Canada d'aller acheter la même voiture. Mais il va me voir, il va dire, mais ce gars a le même teint que moi, il mange la même nourriture que moi, il va aussi s'acheter une Mercedes. Mais lui, il ne sait pas que moi, je génère du revenu. Oui. Ça m'amène un certain type de client. Lui, après, maintenant, il va aller vivre dans le stress. Ça veut dire que il y a un problème de surendettement qui arrive. Ça veut dire que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Si les gens baissent un peu le rythme, vont avec les vraies priorités tranquillement. T'es pas obligé d'acheter une maison à peine tu arrives au Canada. Tu peux prendre ton temps, t'intégrer, trouver un boulot qui te génère un type de salaire et vivre normalement. Donc, je pense que beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas au Canada, pour beaucoup, qui sont là depuis un bout, c'est des gens qui ne vivent pas en dessous de leurs moyens. Qui ne vivent pas au niveau de leurs moyens, quoi. Ils ne vivent même pas au niveau de leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils sont obligés de faire 2-3 jobs. Mais pourquoi si ta maison te fait faire 2-3 jobs, prends un appartement. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vivre en appartement? Mais non, il doit montrer aux autres que il est aussi là. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tu es venu au Canada pour t'accomplir. Vas-y doucement. Regarde les opportunités qu'il y a autour de toi. Parce que lorsque tu es stressé par les factures, stressé par des choses qui te dépassent, tu n'as même pas le temps de te concentrer pour voir quelles sont les opportunités là dehors. Donc, c'est tout un cycle de choses et ça crée des frustrations. Les gens ne sont pas de bonne humeur. Peut-être c'est de là même que peut-être l'aigreur vient aussi parce qu'on voit un jeune là, il a l'air tout souriant alors que nous, on a de la difficulté à payer notre facture d'électricité à la maison. Donc, je pense que c'est essentiellement ça qui fait que les gens ont un peu de la difficulté pour moi, selon moi. Alors, il y a pas mal de gens qui regardent cette émission. Il y en a qui sont nouveaux arrivants au Canada et qui sont partis de leur pays un peu partout en Afrique là avec l'idée d'entreprendre. Par où doivent-ils commencer? La première chose que je recommande aux gens lorsqu'ils entrent au Canada, dès la première journée, c'est de bâtir le score de crédit. Oui. Le Canada, les États-Unis, ces pays-là fonctionnent par le crédit. La plupart des projets qu'on réalise ici, des gros projets, parce que beaucoup ont des gros projets, passent par le crédit. Au Canada, toute personne qui vit ici a une note de crédit. Donc, c'est une note de solvabilité qui va entre 300 et 900, qui dit aux institutions financières à quel point on doit te faire confiance. Ouais. Donc, la première chose que les gens doivent faire lorsqu'ils arrivent au Canada, c'est de travailler sur cela. Ça ne prend pas d'être riche, il faut juste faire certaines choses. J'ai même mis un cours sur pied qui coûte $200, qui les forme là-dessus. C'est vraiment un bon investissement. Donc, pour moi, c'est la première chose qu'ils doivent faire. La deuxième chose qu'ils doivent faire, c'est développer la culture de l'épargne. Pour moi, venir au Canada et se lancer dans l'entrepreneuriat pour commencer sans avoir la discipline financière, c'est un problème grave. Parce que si tu génères $30,000 par mois et tu dépenses 35,000, là, on voit qu'on a un problème de gestion financière. Absolument. Il y a des gens qui doivent apprendre ça parce que dans leur pays, ils faisaient un peu les choses en désordre, ils ne savaient pas c'est quoi un budget, ils vivaient un peu en désordre. Donc, ici, ça demande plus de rigueur. Ça demande plus de rigueur, sinon même si tu génères du revenu, tu ne vas pas t'en sortir. Maintenant, la troisième chose que je les encourage à faire, c'est d'apprendre. Lorsque tu viens au Canada, consacre les 2-3 premières années à apprendre. Si tu veux faire dans tel business, va te former, va apprendre, regarde comment l'industrie fonctionne, scanne l'environnement, sors de ta communauté. Et puis la quatrième étape maintenant, une fois qu'on a fait cela, lance-toi et puis ça devrait aller. Oui. Alors, dit comme ça, c'est bien, c'est clair. Et ça a même l'air facile. Mais il reste quand même qu'il y a un certain nombre de freins. Surtout lorsqu'on est issu de l'immigration ou de la diversité pour être politiquement correct, il y a quand même des freins, non?
Non, il y a définitivement des challenges. Alors, quels sont-ils? Oui. L'entrepreneuriat, c'est pas un voie bébé. Oui. Donc, ça veut dire que tu vas te casser les dents définitivement au début. Ce que j'encourage les gens à faire lorsqu'ils se lancent en entrepreneuriat, parce que ça ne va pas exploser dès les débuts. Ce que j'encourage ces gens à faire, c'est peut-être d'avoir un emploi sur le côté et commencer à temps partiel. Et lorsque les revenus de l'entreprise atteignent déjà un certain niveau, peut-être considérer quitter son emploi. Mais c'est sûr qu'on va se casser les dents. Mais quand on parle du réseautage aux gens, les gens entendent le réseautage comme si c'est quelque chose de il bavarde de son affaire de réseautage là. Mais le réseautage ouvre les portes, Monsieur Tanier. Je ne peux pas vous dire le nombre de partenaires d'affaires que j'ai eu à travers le réseautage. Imaginez quelqu'un qui a un organisme peut-être qui fait venir des nouveaux arrivants au Canada, par exemple. Fait un partenariat, il t'envoie 200 clients comme ça. Ben, c'est pas des choses qui s'expliquent. Moi, je sais pas qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un à part de sortir. Le problème, c'est qu'on reste à la maison. On croise les mains, on prie, on pense que ça va venir. Il y a des opportunités au Canada, mais les gens ne veulent pas sortir. Les gens veulent qu'on leur donne un script qu'il faut faire A, B, C, D jusqu'à Z. La vie n'est pas comme ça. Sors réseauter, rencontre des gens et tu vas faire ta propre expérience parce que les industries sont différentes. La manière de faire les affaires est différente d'une industrie à l'autre, mais ça leur demande vraiment un peu de sortir de leur zone de confort. Mais réussir au Canada se fait pour moi, ça se fait très bien. C'est juste que les gens s'y prennent un peu parfois de manière tout croche. Oui. Alors, est-ce que dans votre cas, le fait d'être issu de la diversité, d'être un immigrant, ça vous a apporté quand même un certain nombre d'avantages? Est-ce qu'il y a des avantages en affaires à être issu de l'immigration? Si je pense, par exemple, au niveau des subventions, oui, parfois le gouvernement canadien met des subventions sur pied pour les descendants noirs et tout, parce qu'on est dans un pays où parfois on veut un peu équilibrer les choses. Oui. Mais je crois aussi que les difficultés de la vie qu'on a rencontrées en venant d'ailleurs doivent constituer un avantage. Parce que je crois que lorsque tu as connu la misère, tu dois avoir un caractère plus fort que celui qui ne l'a pas connu lorsque les obstacles arrivent. Pour moi, c'est un avantage. Absolument. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que je pense qu'on peut jouer dessus et vraiment mettre l'énergie au bon endroit. Parce que les gens sont distraits, Monsieur Tanier. Beaucoup de gens viennent au Canada, ils sont distraits, mettent l'énergie au mauvais endroit, ils marchent avec les mauvaises personnes. Moi, je vois pas où cela va nous amener. Mais je crois qu'il faut vraiment miser sur ces choses-là. Manzambou, nous allons bientôt sortir de cette émission. Nous allons revenir par là où on l'a commencé, cette émission, en parlant de Zambou Tax Service Inc. Alors, c'est quoi le plan de développement de cette entreprise? C'est quoi vos ambitions? Ben, l'ambition première avec Zambou Tax, pour dire au début, c'était de concurrencer un de nos concurrents canadiens ici qui s'appelle HLA Block. Donc, je voulais amener un système un peu différent. Donc, je voulais être un peu le Uber de la fiscalité. Au Canada. Donc, c'est ça l'objectif primaire. C'est quand même ambitieux, hein, c'est-à-dire ubériser la fiscalité. La fiscalité au Canada, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de professionnels, et nous avons mis sur pied justement la Zambou Academy pour accompagner ces projets-là. Donc, la Zambou Academy, c'est une institution entre guillemets comme ça, qui va former les futurs professionnels de demain dans différents domaines. Donc, nous payons des professionnels qui vont venir leur former, on va leur donner de l'expérience pratique et tout. Tout ça, bien sûr, dans l'objectif justement d'atteindre un peu le sommet avec les différentes entreprises. Donc, ici, on veut donner de l'expérience aux jeunes parce que on se rend compte que le monde de l'emploi est assez compliqué maintenant. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles avec les hausses de tarifs de M. Trump. On avait en janvier 2025, il y avait une statistique qui disait comme quoi à peu près 50 000 emplois en Ontario vont sauter. Donc, il y a cette difficulté-là. Donc, nous avons mis sur pied, je voulais aussi en parler, la Zambou Academy, pour un peu permettre à nos jeunes d'avoir de l'expérience canadienne. Parce que lorsqu'ils finissent leurs études, ils partent demander un emploi, on leur demande de l'expérience canadienne. Mais comment vont-ils accumuler cette expérience canadienne-là s'ils doivent être concentrés à l'école? Donc, nous avons la Zambou Academy que nous sommes en train d'amener pour un peu aider aussi à ce niveau-là. Alors, vous parliez tout à l'heure de atteindre le sommet. À partir de quel moment allez-vous considérer que vous avez atteint le sommet? Honnêtement, je n'ai pas un chiffre, Monsieur Tani. Je n'ai pas un chiffre vraiment que j'ai mis dessus. Je crois que si on est capable de servir 1 million de Canadiens, je pense qu'on est correct. Je crois qu'on est correct. Mais après, en ce moment, vous en approchez ou alors vous êtes encore bien loin? Naturellement, la clientèle augmente. Comme j'ai dit, les 5 prochaines années, on veut aller à 10 000 d'abord. Et tout est question de moyens aussi. Plus on va monter, plus on va utiliser les méthodes pour faire la publicité appropriée. S'il faut avoir des actionnaires, s'il faut lever des fonds, parce que ce genre de projet-là nécessite à un moment donné des investisseurs. Mais avant d'amener des investisseurs dans le business, il faut quand même positionner le business à un certain niveau
pour que ça fasse du sens. Parce que ça sert à rien d'amener un investisseur, et toi-même tu ne manges pas bien à la maison. Il faut montrer à l'investisseur que toi-même tu manges, c'est juste que tu veux faire quelque chose de plus grand. Donc c'est ça l'objectif, honnêtement, avec Zambou Tax, être le Uber de la fiscalité au Canada. En tout cas, je vous le souhaite. Herman Zambou, merci. Merci, M. Tani. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.